Radio Galère 88.4, nous reprenons l'actualité. On vous l'avait évoqué précédemment sur les ondes de Radio Galère. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin l'association en toute franchise par le biais de sa présidente qu'on va présenter, Martine Donnet, présidente de l'association en toute franchise, et Claude Dio qui est trésorier. Ce sont des anciens commerçants. On va évoquer avec eux un petit peu la lutte entre David contre Goliath, l'injustice manifeste, nous parler de vos luttes, de vos combats, de vos revendications. On reviendra également sur le livre Seul face aux géants qui a été paru en octobre 2015 avec la complicité d'une journaliste de la Provence qui est retraitée. Je crois que c'est Madame Augier, on aura l'occasion de l'évoquer avec vous. Avant ça, on va vous saluer évidemment. Martine, bonjour, bienvenue chez nous. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes habituée aux médias, on vous a vu notamment à LCM il y a quelques temps. Et puis on va saluer Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Voilà, bienvenue sur les ondes de Radio Galère, toujours en compagnie d'Antonio Micro et de Gérald pour un dossier épineux, un dossier important, un dossier précieux qu'on aurait dû faire depuis un moment, et puis on a décidé de donner priorité ce matin sur les ondes de Radio Galère, cher Gérald, pour évoquer ce dossier. Oui, je te laisse le présenter. Oui, on m'entend, oui. Oui, c'est très volontiers qu'on reçoit ces invités de l'association en toute franchise. Tu n'as pas précisé quel est ce géant. Le géant, il s'agit de la grande distribution. En effet, tu fais bien de l'évoquer. Et donc, ce sont l'association lutte contre les dégâts de la grande distribution, les dérives, l'autocratie, je ne sais pas comment on peut dire, la concurrence déloyale. Voilà. Tout ce qu'engendrent les grands groupes de la grande distribution qui font beaucoup de dégâts et qui sont souvent dans l'illégalité. On va parler de ça ce matin pendant une bonne demi-heure. Même jusqu'à 9h25. On le rappelle qu'à partir de 9h25, on aura l'occasion d'évoquer pendant une dizaine de minutes l'actualité, notamment, vous le savez, ce qui s'est passé, malheureusement, l'attentat à Istanbul qui ferait aujourd'hui près de 30, on parle de 136 victimes, et puis 36 victimes, mais 145 personnes blessées. Ce fameux attentat à l'aéroport d'Istanbul, on aura l'occasion d'y revenir et parler également de la loi El Khomri, également du Brexit. Voilà, ce sera en conclusion du journal après la sortie de nos invités ce matin. Dossier spécial sur la lutte contre la grande distribution. Alors ça ne concerne pas uniquement, quand on parle grande distribution, de Carrefour ou de Casino. Il y a d'autres, j'allais dire, coupables. Ouais. Voilà, on va en parler puisque vous avez les témoignages de Claude et de Martine en la matière, donc qui ont évidemment été commerçants, qui ont été spoliés en toute franchise. On va l'expliquer pourquoi. Martine, présentez-nous d'abord dans un premier temps votre association en toute franchise. Pourquoi ce terme ? Alors ce terme, parce que j'avais une franchise et notre franchiseur, à chaque fois qu'il nous écrivait, il nous disait toujours en toute franchise. Donc c'était son introduction en toute franchise et on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de franchise. Alors nous on s'est dit on va faire en toute franchise, mais il y aura de la franchise à l'intérieur. D'accord. Et vous voulez dire, on peut dire le nom ou pas dans l'enseigne ? C'était un magasin de laine. J'ai eu des procès en diffamation, donc moins on en parle, mieux ça vaut. Okay. Et puis on n'a pas à leur faire de publicité. Tant mieux. Et donc vous êtes sorti d'un procès et vous avez continué la lutte contre les géants de la grande distribution. Donc dans le cadre des travaux d'extension de la galerie marchande de Carrefour Vitrolles, on a été complètement ruinés, Claude et moi, dans cette galerie marchande. Parce que Carrefour a fait des travaux et on ne savait pas à l'époque que ces travaux avaient besoin d'une autorisation d'exploitation commerciale. Donc nous, on est comme plein de bonne volonté, on s'est installé, on a ouvert nos magasins, Carrefour nous a demandé de nous déplacer, tout marchait correctement. Vous étiez commerçant dans quel registre, Martine et Claude, si c'est pas indiscret, c'est juste pour alors, magasin de laine et Claude était dans la puériculture. Ok, parfait, oui. Voilà. Et il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont greffés. C'est-à-dire que le marché de la laine commençait à baisser et j'ai eu des difficultés à cause du franchiseur. Et de fil en aiguille, pour de la laine, c'est le cas de le dire. La transition est toute faite. Voilà, de fil en aiguille, j'ai été obligée de déposer mon bilan parce que tout ce qu'on m'avait promis comme chiffre d'affaires et tout, je ne les ai pas réalisés. Donc je pars en procédure, j'explique tout ce que j'ai à expliquer pour ma défense. Et lorsque je vais au tribunal de commerce, première embûche, mon avocat ne se présente pas. Ah, vous étiez peut-être pas très bien défendu alors. Voilà, je n'ai pas été défendue du tout parce que non seulement je n'avais pas mon avocat,
qui s'est présenté, mais en plus, il n'avait pas prévenu mon mandataire liquidateur. Donc j'ai été jugée sans aucune représentation, je n'y étais pas d'avocat et pas de mandataire liquidateur. Donc là, je ne m'en aperçois pas de suite, c'est quand je reçois le jugement, là je décide de faire appel. Donc je prépare un dossier avec un autre avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Ça date de quelle année, Martine? Ça, c'est dans les années 80... Fin des années 90, c'est ça? Voilà, 90-93. Ok. Donc là, rebelote, je pars en cour d'appel, et là, c'est encore pire qu'on peut imaginer. Et là, il va y avoir des plans qui vont disparaître. Donc, naturellement, je suis encore déboutée dans ma procédure. Je décide à ce moment-là de faire un recours en cassation. J'envoie tout mon dossier à l'avocat de cassation et lui, parallèlement, il reçoit le dossier de la cour d'appel. Et Monsieur Dio va voir, un jour il monte à Paris, il va voir l'avocat de cassation et l'avocat de cassation lui dit « Mais regardez, les plans qu'il y avait dans le dossier que Madame Donnette m'a envoyé ne sont pas dans le dossier de la cour d'appel. » Donc ils ont disparu à la cour d'appel. Les plans de quoi c'était? C'était les plans de Carrefour que Carrefour m'avait donnés. Les plans de la galerie, l'extension de la galerie marchande. Donc, je me dis, mais comment se fait-il que ces plans ont disparu, puisque c'est Carrefour lui-même qui me les avait donnés. Donc là, c'est là que ça a commencé nos recherches et vos inquiétudes qui se sont évidemment voilà, forcément. Et c'est là, ça a été très très difficile parce qu'on n'avait pas tout le système d'informatique qu'on a aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on appuie sur Internet, vous avez toutes les informations, mais à l'époque, il fallait aller à la pêche, il fallait aller dans les archives. Et donc, on a commencé à chercher pourquoi le plan avait disparu dans la galerie marchande de mon dossier à la cour d'appel. Un travail de fourmi. Et naturellement, la mairie, puisque c'était le maire de l'époque, Claude, pardon, souhaite réagir. Je Claude rappelle Dio, quand même que c'est Jean-Jacques Anglade qui était notre avocat et le maire de Vitrolles. C'est très important. Ah, voilà. Car sans lui, conflit d'intérêts s'il n'avait pas été dans notre circuit, on ne serait pas ruiné. C'était peut-être une erreur de prendre le maire comme et avocat. Il était notre avocat, il était mon avocat avant notre maire. Oui. Et j'avais confiance puisqu'il m'avait gagné les procédures. Donc il a totalement changé à partir du moment où il a été maire et avocat. Donc le pouvoir et l'influence changent l'homme. Absolument. On est bien d'accord. L'homme est un loup, comme disait Blaise Pascal. On sait pas. Le problème, c'est qu'il négociait les affaires de Carrefour dans le cadre de l'extension, et il avait tout intérêt à négocier, et surtout, après, quand Martine va l'expliquer, quand on nous a mis à la porte, il a été de connivence, c'est-à-dire qu'il était, et le juge est parti. Le juge est parti. Et donc, après cette histoire, vous avez continué à aller sur d'autres combats, ou vous voulez finir le plus important était de savoir pourquoi ces plans avaient disparu. Donc, on va à la mairie, on recherche. J'achète un code de l'urbanisme, parce que je connaissais rien du tout, ni en urbanisme, ni en code du commerce. Et là, j'apprends où on doit aller rechercher les plans, les permis et tout. Et donc, on va en mairie de Vitrolles. C'est le cadastre, non? Non, c'est à la mairie. Alors, il y a tous les registres des permis de construire. Donc, on a depuis la création du centre commercial, depuis 1969 jusqu'à 1999. Nous avons public, etc. Voilà, on a recherché tous les permis. Et de là, on est allé rechercher. Et quand on a trouvé que le plan qui avait disparu faisait l'objet d'un refus de permis de construire. Donc Carrefour a construit 13 662 mètres carrés avec un refus de permis de construire. Avec un refus, c'est pire. Pire refus. Parce que vous faites une infraction, vous ne savez pas, mais quand vous avez un refus de permis de construire... Dans les années 90. Voilà, c'est l'extension de 1988 tel qu'il est aujourd'hui. Parce que depuis, il a encore demandé une autorisation. Il va encore s'étendre. Alors, on rappelle... On est en 93 et comment ça évolue cette affaire? Alors, parlez-nous un peu du cheminement. Voilà, alors à partir du moment où on découvre que ça a été... qu'il y avait eu un refus de permis, nous, on a porté plainte au préfet de venir constater toutes les infractions, puisque la Chambre de commerce nous avait confirmé qu'il n'était pas passé en commission d'équipement commercial. Et le préfet envoie ses inspecteurs de la direction de la concurrence et de la répression des fraudes.
Et quand ils vont faire le contrôle, ils ne vont trouver, eux, que 564 mètres. Au lieu d'écart, vous voulez dire? Non. Dans le contrôle. On va peut-être pas rentrer dans trop les détails parce que le but c'est... Voilà. Mais je comprends pas quand même, il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est ces 500 mètres par rapport à 13 000. 13 000, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des lunettes, il y a des gens qui ont des lentilles, des lunettes, des cannes. Et là, c'est la meute. Ils auraient dû avoir une meute de chiens pour trouver les infractions et ils n'ont pas trouvé les 13 660 mètres carrés de construction avec un refus de permis de construire. Ouais, ce qui est évidemment qui était orchestré, évidemment impunissable. On va l'évoquer tout au long de notre demi-heure restante. On rappelle que vous êtes en lutte contre la grande distribution. David contre Goliath, on l'a évoqué plus précisément, mais notamment sur une injustice qui est pour vous manifeste, où les lois sont établies et sont faites, en tout cas pour cadrer, j'avais envie de dire, et peut-être pour punir le commerçant et protéger, Gérard, on va laisser la parole aux invités, et protéger j'allais dire les patrons, c'est bien ça, Gérald, oui. Non, c'était pour voir la conclusion de cette affaire. Alors, vous avez gagné, perdu un peu, gagné beaucoup. Non, alors ça là, fini comment ça s'est fini? Le procès verbal de 564 mètres s'est retrouvé devant le procureur de la République et Carrefour, naturellement, a eu un non-lieu. Non-lieu, d'accord. Voilà, a eu un non-lieu. Habituel. Et nous, on a ramené tous les documents, on les a ramenés au procureur de la République. Et suite à ça, il y a eu d'autres affaires que vous avez suivies alors? Alors, à partir de ce moment-là, parce que l'association en toute franchise n'était pas créée pendant nos affaires, hein. Donc nous, quand on a vu ces irrégularités, que rien ne se poursuivait, on a fait des conférences. Et dans les conférences, on a expliqué ce problème qu'on avait rencontré avec le dossier Carrefour. Et d'autres commerçants sont venus nous rejoindre avec d'autres dossiers et avec d'autres enseignes. Parce qu'au départ, on pensait que c'était que Carrefour qui faisait des choses pareilles. Et arrivé là, après, on nous a apporté même certains concurrents ont les mêmes pratiques. Voilà, Absolument. et c'est là qu'on s'est rendu compte que ça soit Intermarché, que ça soit Leclerc. Vous suivez combien de dossiers alors maintenant, l'association? Alors, des dossiers, ils en rentrent tous les jours. Non, c'est beaucoup. Actuellement, depuis le début de l'année, on en a une vingtaine. Voilà. Vingtaine de dossiers qui luttent. Nouveaux dossiers depuis le début Et de l'année. c'est des marquettes, c'est des petits ou c'est des gros Moyenne. De toute taille. Alors, il faut savoir quand même que la concurrence, que ça soit un petit projet de 1500 mètres carrés, ça peut faire autant de dégâts qu'un 30 000 mètres carrés. Eh oui, en effet. Voilà. dernier en cours, c'est un Ikea 1500 Nice. mètres carrés va vous ruiner le boulanger, le boucher Le à dernier côté. en cours, Alors, le dernier en cours, c'est Ikea Nice. qu'est-ce qu'ils font de pas bien? Ils ont présenté un dossier qui n'était pas complet. conforme. Ah, sur une création. Sur une Voilà, création à sur- Nice, oui. Ah ouais, dans la fameuse Éco-Vallée qui est entièrement Voilà. bétonnée. là, Voilà. c'est ça? Monsieur le maire est pas Alors, du tout content. Estrosi, c'est le nouveau Ah oui, le chef maire de la Nice, région. c'est- Voilà. Il a fait une grande zone, une grande ZAC de béton, de grande enseigne. Il appelle ça Éco-Vallée. Ouais, incroyable. Et il a expulsé. Ça, c'est du foutage de gueule outrancier. Et les ouais. derniers petits paysans ont été expulsés. Absolument. C'est Il y a lamentable. même une dame qui est morte Claude. 8 jours après son expulsion. Ah là, récemment, là. Ah ouais, Et d'accord. ça, Il y a évidemment, 2 mois. on n'en Qui parle pas. résisté longtemps, ouais. Alors parlez-nous de ce livre qui a été paru en 2015. Vous avez évoqué alors Seul, donc c'est vous Martine avec un E, Seul face aux géants, qui était paru donc en octobre 2015. Alors évidemment une période qui est un petit peu délicate puisque juste après, malheureusement, il y a eu les attentats et les drames du 13 novembre perpétrés en France. Et donc forcément, je suppose qu'il y a eu peut-être d'autres priorités, quoique. Parlez-nous de ce livre, donc Seul face aux géants. Alors, justement, avec notre journaliste bien-aimée, puisque c'est elle qui nous a suivis sur Vitrolles, on avait toujours décidé de Vous pouvez faire... la citer, hein, la dame. Oui, c'est Colette Auger qui a écrit, parce que moi, je n'ai pas la prouesse, je n'ai pas cette qualité-là. L'art de l'écriture. L'art de l'écriture. Et on disait toujours, il faut faire un livre, parce que c'était... Tellement énorme, on en parle tellement peu alors que c'est un très gros problème. Et tout le monde vous dit, on pouvait en faire un livre. Voilà, tout le monde disait, on pourrait en faire un livre. Donc, on a fait un livre. Donc, je vais écourter rapidement là-dessus. Face Nous, aux on s'est géants, dit, il s'appelle. Hein. Voilà, Seul face aux géants. J'ai cru qu'on allait être attaqué, on n'est pas attaqué, donc ça veut dire ce qu'on écrit dedans.
c'est la vérité. De toute manière, tout est fait avec des pièces justifiées, de justificatives de ce qu'on raconte. Bien sûr, pour éviter la diffamation et d'être facilement attaquable. Le but, c'est ça, évidemment. Donc, on a voulu raconter le récit, le triste sort des commerçants lorsqu'ils sont victimes de concurrence. Je ne parle pas forcément de concurrence déloyale, mais je parle de la concurrence en général. Un supermarché qui ouvre, c'est combien de commerces qui ferment? Je crois qu'il y a des statistiques sur ça. Alors nous, on a l'exemple. Claude. Voilà, on a l'exemple de Marignane. Quand l'hypermarché a ouvert 6000 m² à Marignane, il y a eu 53 commerçants qui ont fermé. 53 commerçants. Aux alentours. Ah, dans le centre-ville, dans le centre-ville. C'est pas pareil, on perd un petit peu la qualité de vie, on perd le. Il n'y a plus de qualité de vie. Claude, ça tue tout ce qu'il y a autour, quoi. Voilà, il y a l'âme, il n'y a plus d'âme. Et j'ai encore une question. Ouais, on perd l'âme, le plaisir d'aller au boucher. Voilà. On n'y va plus. Et puis la tristesse, de la vie. Au panier, il y avait 3 bouchers, ils ont tous fermé. Quoi. Il n'y en a plus aucun, c'est le supermarché qui est un exemple. Claude, votre ressenti par rapport à ce qu'évoquait avec pertinence Martine. Par contre, oui, alors sur le fait que... Attendez, je n'ai pas compris votre question. Oh, il a compris, Claude. Son ressenti, en fait, par rapport sur le fait qu'il n'y ait plus de commerce, nous, on accuse aujourd'hui, ce sont les élus et la grande distribution qui a une part de responsabilité, mais comme disait Coluche, tant que je gagne, je joue. Et aujourd'hui, c'est bien les pouvoirs publics qui orientent cette promotion de la grande distribution. Alors qu'il y a dans la loi est claire, il n'y a pas de grand dans la loi, il n'y a pas de petit. C'est clair? Il y a une loi. Pourtant, il y a le clientélisme, on ne sait pas. Non. Alors malheureusement, c'est un grand mot qui met beaucoup de choses derrière, mais c'est dommage qu'on ne sache pas vraiment plus. À Marseille, c'est catastrophique. Est-ce qu'on n'est pas quand même le pays, voire la ville où il y en a le plus de supermarchés au monde? C'est pas la ville, c'est le pays. On est le pays où il y a les pratiques sont pareilles partout. Il y a de la grande distribution partout. Marseille, ça pousse comme des champignons. Il y a le support, c'est assez particulier, Marseille. Ils remplacent les épiceries par les... Non, mais juste, si vous voulez, mais c'est que je pourrais le dire aussi aux auditeurs qui peuvent nous appeler. Ils ont remplacé... Ils l'ont fait tout à l'heure, mais j'arrive pas, justement, je voulais le dire. Je termine juste ça. Le fait qu'ils remplacent les épiciers par des markets, c'est-à-dire qu'ils virent les épiciers pour mettre des mini-supermarchés un peu partout. Tout à l'heure, on avait une réaction d'un auditeur, donc j'en profite parce que Gérald m'a lancé cette perche, j'en profite. Tout à l'heure, on nous a appelé, il y a une dizaine de minutes, Olivier, qui est un fidèle auditeur de Radio Galère, et m'a dit tout simplement, moi c'est pareil, dans mon village, il y a des Carrefour Market à tout va, et en plus, il me dit, il n'y a pas d'équité, parce qu'on dit Carrefour Market, petit, soi-disant, Carrefour de proximité, mais c'est plus cher que si on va à la grande enseigne, pour ne pas la nommer, donc celle du Carrefour Market, donc c'est plus cher, et au final, il m'a dit, tous les commerces qui ont fermé autour, ça a créé un lieu de non-vie. Donc ça reprend un peu vos propos, Claude et Martine. Mais il faut savoir que demain, le commerce appartiendra aux grands groupes. Autrefois, il n'appartenait pas aux grands groupes. Et oui, il y avait la diversité. Les mauvais partaient naturellement, les bons restaient, ils gagnaient forcément bien leur vie. Mais aujourd'hui, celui qui gagne le mieux sa vie, c'est quand même les grands groupes. Et les grands groupes aujourd'hui font du foncier. Donc dans le foncier, ils font du commerce, et le commerce leur appartient. Il n'y aura plus de liberté. Une petite info en passant, là il y a le mois de juin, mais assez récemment, il y a la nouvelle chef du département, la Martine Vassal, qui est pour moi, je peux pas le dire les mots à l'antenne, qui est allée à Londres chercher des fonds d'investissement. Fonds de pension. Cap d'Arston, Land machin, pardon, je sais pas les noms. Ils vont faire un village de marque, entre autres, qui est programmé, qui démarre sur Marseille, à Miramas. Il a été légalement obtenu, quand même. Oui, d'accord, mais bon, donc c'est ces gens-là qu'elle est allée chercher à Londres la semaine dernière, avec une centaine d'entrepreneurs de la région. Donc la métropole, ça fait un peu peur quand même, non? Ce qu'il faut peut-être expliquer aux auditeurs, c'est qu'au départ, on avait quand même une loi. Le départ de la loi a été obtenu grâce au combat de commerçants indépendants. D'accord ? Ce qui nous a permis d'obtenir la loi Royer. Mais la loi Royer, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que c'est cette loi ? Alors, c'est la loi qui imposait à la grande distribution, parce qu'elle commençait à prendre des terres agricoles, à faire n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, le législateur s'est dit, stop, il faut réglementer les implantations de grandes surfaces. Donc, il a été créé la loi Royer. Mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps,
cette loi, parce que vous preniez la loi Sarkozy ou que vous preniez la loi LME Sarkozy ou que vous preniez la loi Pinel, ces lois sont toujours au départ sur la base de la loi Royer. Mais on se rend compte que cette loi a été, au fur et à mesure, elle a été complètement détricotée. C'est-à-dire, on s'aperçoit que le lobbying a été plus fort et au point où aujourd'hui, vous n'avez plus du tout de commerçants qui sont représentés dans ces commissions. Donc il faudrait revenir à une loi Royer un peu, on va dire une loi plus démocrate, plus démocrate, plus équitable. C'est le départ, on va dire. Alors c'est le départ, voilà. Et donc qu'est-ce que c'est cette loi Royer de départ? Alors, au départ, c'était... Quelle année alors? Quelle époque elle a été faite? 1973. Du temps, c'est Mitterrand à l'époque qui avait dit... Non, c'était Royer. C'était la loi Royer. On va laisser... La loi Royer. Voilà, hein. Quel président? Alors, Giscard, oui, voilà, c'était des... Oui, c'est Giscard. Des lois... Donc, il s'inquiétait déjà de l'expansion à cette époque-là. Alors, puisqu'il y avait beaucoup de commerçants, ils savaient mieux se défendre, puisqu'ils étaient plus nombreux. Aujourd'hui, c'est une peau de chagrin, hein, puisqu'il y a 20 commerçants qui ferment par jour. Hein. Donc, c'est incroyable, le chiffre est éloquent. 20 commerces par jour. 20 commerçants par jour. Mais il y a autant de supermarchés qui ouvrent. Hein. Ah oui, ça maintenant, ils font des programmes immobiliers avec supermarchés intégrés dans le programme. Et c'est là... Ils font 3 sous-sols de parking, le supermarché au rez-de-chaussée. Non, mais c'est pas humain. Alors ça, c'est pas humain, mais il y a autre chose qui est importante. Et Martine va poursuivre juste après. Allez-y, Martine. Voilà. Donc, la loi Royer, telle qu'elle était faite au départ, elle s'est améliorée puisque dans les années 75, quand ils ont vu que ça commençait à déborder un peu trop, ils ont obligé que les dossiers respectent l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il devait y avoir un certificat d'urbanisme à l'intérieur. Est-ce que oui ou non, on peut implanter un magasin à tel ou tel endroit? Et puis en 1996, Monsieur Raffarin alors j'ai pas compris, Madame Corinne Lepage, qui était alors ministre de l'Environnement, ont supprimé ce certificat d'urbanisme, ce qui fait que ça leur a permis de déposer des dossiers sur des zones agricoles, sur des zones Natura 2000, sur des zones inondables. Ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Donc ça, c'était en 1996. Ça allait plus en 96. Voilà, ça commence déjà... Alors qu'un certificat d'urbanisme impose que... Impose de respecter les règles, les zones inondables et tout. Bon, alors ça, c'est déjà en 1996. Après, on a eu la loi de 2008, la loi LME, Michel-Édouard Leclerc, Sarkozy. Donc cette loi, La loi Leclerc-Sarkozy, on va dire. Ouais, on peut le dire. On peut le dire. D'autres l'ont dit avant nous. Voilà, donc cette loi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a supprimé la représentation des chambres de commerce et des chambres de métiers dans les décisions de CDEC, dans les commissions. CDEC, vous pouvez préciser? Alors, la commission départementale d'aménagement commercial. Après, il a supprimé le critère à l'emploi. C'est-à-dire que la grande distribution arrive toujours, moi je vais créer 200 emplois, je vais créer 300 emplois. Seulement, comme il n'y a absolument aucune analyse, aucune statistique, c'est bien gentil de dire je vais créer 300 emplois, mais on ne sait pas combien ils vont en détruire. Et surtout, d'accord. Parce qu'avant la suppression du critère à l'emploi, il y avait une balance, c'est-à-dire combien l'hypermarché va créer d'emplois et combien il va en détruire. Aujourd'hui, j'en crée, mais tout ce qui est détruit, on s'en occupe pas. Ça s'appelle une balance. Voilà, c'était une analyse. Il faisait une analyse statistique pour savoir combien ça va quand même faire de chômeurs à côté. On réfléchissait à savoir les conséquences. Les conséquences. C'était quand ça? En 2008, ça a été supprimé. Voilà. Après, donc ça c'est en 2008, donc il supprime le critère à l'emploi, la représentation des commerçants à l'intérieur des commissions départementales et la suppression du critère de densité commerciale. C'est-à-dire, avant, on disait, voilà, pour 1000 emplois, pour 1000 habitants, il faut, par exemple, 300 mètres carrés de surface. C'est pour ça qu'il y en a absolument partout à Marseille, que rien ne les arrête apparemment. Voilà, donc maintenant, il n'y a plus de critères. Une parenthèse très courte, le problème qu'ils ont en ce moment, c'est que comme il y en a trop, ils se concurrencent entre eux et ils perdent du chiffre d'affaires parce qu'il y en a trop. Oui, mais vous savez, quand les gros se battent, il y a longtemps que les petits sont morts. Oui, donc, exactement. Et la France, maintenant, ils s'attaquent aux épiciers. Voilà. Et alors, le comble, c'est que maintenant, on vous supprime à l'intérieur. Donc, on a le débat parlementaire, on a la loi qui passe, on peut suivre les débats correctement. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit, ils font des décrets et ils nous suppriment des articles.
Par exemple, il y avait... C'est étonnant, tiens donc. Oui, c'est-à-dire que par exemple, il y avait, quand vous avez une autorisation d'équipement commercial, elle n'était ni cessible ni transmissible. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas demander une autorisation, puis après faire votre petit manège, vos affaires par derrière, de dire je veux vendre, tu me vends, voilà. Donc il y avait une loi qui était ni cessible ni transmissible. Et bien là, M. Macron l'a fait supprimer avec la loi de 2015 par le 49.3. C'est non. Et oui, c'est-à-dire qu'on peut on peut faire des opérations financières sur des autorisations. Vous demandez une autorisation et après vous la vendez à qui vous voulez. Donc on peut spéculer sur la spéculation. Voilà, à qui vous voulez. Bon, ça c'est encore une autre chose. Et là, maintenant, ce qu'ils ont fait avec le décret de la loi Pinel, ils ont supprimé le décret pour aller rechercher et contrôler les surfaces illicites. Et tout ça après tout ça après qu'on ait fait une pétition sur 418 milliards. Oui, mais là, on va y revenir. On va y revenir. Je voulais terminer. Ça, c'est bien d'en parler parce que c'est comme ça que je vais connu la pétition qui tourne sur Martine Internet. va finir et puis je finis. Voilà, accordez-vous entre vous. Oui. Ça sera déjà bien. Voilà. C'est parfait. On a besoin de vous deux, évidemment. Voilà. Donc ils ont retiré le décret d'application pour aller rechercher les surfaces illicites. Et maintenant là, il y a 3 mois, au mois de mars 2014, ils ont même abrogé la loi qui permettait aux agents de la DGCRF d'aller contrôler les surfaces illicites. Ça veut dire que demain, vous roulez à 180 à l'heure, il n'y aura plus de gendarmes, on va supprimer les gendarmes et les radars, puisque la grande distribution n'a plus aucun contrôle. Je suis pas sûr qu'on les supprime pour nous les radars. Non, mais je crois pas. Mais une image. C'est trop d'argent, tout à fait. L'image est porteuse. Non, mais donc c'est carrément, ils suppriment les lois pour ça devient du libéralisme. C'est du. Il y a pratiquement plus de lois, quoi. Voilà, je me demande d'ailleurs. Pas pour eux en tout cas. Il n'y a pas besoin. C'est à se poser la question. Les contrôles, supprimer la possibilité de faire des contrôles, c'est vraiment... Voilà. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on a encore besoin de députés? Parce que les députés font les lois, mais vous avez le gouvernement par derrière, il fait des décrets, il fait des ordonnances pour supprimer des textes de loi. 49.3 voilà, par le 49. Ça, c'est pas trop su que Macron a utilisé 49.3, c'était il n'y a pas très très longtemps. Non, c'est l'année dernière. C'est pour la loi. Ils en ont parlé de ce Ah non, 49.3 de Macron. Non, dans la suppression du dans l'actualité, on en a entendu parler de ça? Ah non, pas du tout. Ni cessible ni la suppression de ça, non. On en entend parler à Radio Galère. C'était une scoop Radio Galère. Voilà. Tout à fait. Je vous en prie, Martine. Il nous reste, je le rappelle, on est en direct sur les ondes de Radio Galère avec l'association En Toute Franchise. Alors, vous le voyez, auditeurs, auditrices, on a beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi on va évidemment recentrer avec la priorité, évidemment, c'est d'écouter nos invités et les réactions de Gérald et un petit peu de moi. Et les tiennes, quand même. Un petit peu. Mais vraiment de nous parler parce qu'on sent que c'est un combat. Bon, déjà, c'est un combat du cœur. Ça, évidemment, on l'a bien saisi chez Claude et chez Martine. Vous œuvrez depuis tant d'années, sans rentrer dans les détails, vous avez été commerçant pendant tant d'années, et là vous œuvrez, j'ai envie de dire, bénévolement au sein de l'association. Tout à l'heure, Claude évoquait près de 5000 km par mois pour aller défendre tel ou tel dossier, se renseigner, soutenir quelqu'un. Enfin, rapidement, 5000, c'est presque ce que fait un taxi. Donc, imaginez un taxi, j'allais dire, régional. Donc, imaginons toutes les concessions qui sont faites. Et donc, vous êtes là pour nous parler de votre association et de vos combats. Il nous reste 7 à 8 minutes sur les ondes de Radio Galère. Donc, n'hésitez pas d'évoquer d'autres dossiers que vous souhaitez ouvrir. Oui, Claude. 35 associations en France. 35. Qui luttent en Guyane, une à Saint-Barthélemy. Voilà, donc on a été obligé c'est le Conseil d'État qui nous a obligés à créer des associations départementales. Oui. Donc c'est pour ça qu'on fait 5000 km, c'est parce qu'on travaille sur 35 départements. 35, vous parlez En Toute Franchise, il y en a 35 ou d'autres? Non, 35. Non, c'est parce que... Ils s'appellent tous En Toute Franchise. Et oui, et elles sont localisées dans toute PACA, Bouches-du-Rhône, Hérault. Vous faites les dossiers que vous suivez, vous faites un petit peu payer quand même les gens, vous avez des avocats, on a un mode de fonctionnement. Alors expliquez-nous le mode de fonctionnement, le trésorier donc, Claude. Alors le mode de fonctionnement, il n'y a qu'une trésorerie pour les 35 associations. Déjà là, il n'y a personne touche à l'argent. Avec moi. Il ne sort pas 1 euro d'espèces de l'association. Tout est enregistré, il n'y a pas de problème. Et puis, comme on s'attaque à Bercy, Bercy, ils savent très bien comment on fonctionne. Oui, bien sûr. Voilà.
On fonctionne avec des adhésions. Quand on fait une opération, il y a des souscriptions et on est soutenu par nos adhérents. Voilà. C'est carré. Est-ce que vous avez des avocats un petit peu pas attitrés, mais des fidèles qui vous avez... Des défenseurs, ouais. Alors, on a eu beaucoup de déboires avec les avocats. Dans nos affaires personnelles. Dans nos affaires personnelles, tant qu'on gérait... Aujourd'hui, on a trouvé plusieurs un avocats. Cabinet, un particulier, qui sont jeunes. Ils ont la niaque. Ils nous suivent. Bon, voilà. Tant mieux. Mais ça, c'est très bien. C'était important de le signaler. Oui, Gérald. Ah, merci. Pardon. Non, parce que c'est comme ça que je vous ai rencontré par Internet par rapport à la pétition. Ça paraît en toutefranchise.com, on le rappelle. Hein. Oui, mais c'est une pétition qui tournait avec derrière les sites, le lien du site. Et donc, ça paraît bien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de 418 milliards que devrait la grande distribution? Ça paraît quand même assez colossal. Ubuesque. Pour le département des Bouches-du-Rhône. Je répète, oui, tout à fait. pour le département des Bouches-du-Rhône. Très important. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Expliquez-le parce qu'il est astronomique et il mérite explication. Il mérite explication. Alors, la concurrence, les infractions de la grande distribution, ce sont des infractions de 5e classe. Parce que le législateur a voulu que ce soit des sanctions dissuasives. Donc, pour que ça soit dissuasif, il faut qu'elle soit chère. Donc, c'est 1 500 € par mètre carré et par jour d'infraction. Quand vous avez 6 000 mètres carrés de surface illicite qui dure depuis 1900... Ah, vous avez fait une multiplication des mètres carrés par rapport au nombre de jours. Voilà. Mathématiquement facile. Alors, nous, c'était les dossiers... Peut-être que quand ils vont réussir, quand vos avocats vont gagner, peut-être il faudra un peu faire négocier. Alors la négociation... Pour nous, il n'est pas question qu'on négocie avec l'État. C'est à l'État de faire son travail. Ça, c'est très important. Oui, d'abord. Tout à fait d'accord. De mettre en égalité. Notre vocation, c'est de ne pas faire de l'argent. L'association ne peut pas gagner de l'argent. Mais qui se mettent dans la légalité. Voilà. Qui se mettent dans la légalité ou qu'on fasse disparaître ces surfaces. Est-ce que vous aussi de reparler... Gérald, Martine est en train de parler. Oui, allez-y. Oui, non, mais... Alors, donc, c'est 418 milliards... c'est les dossiers que nous, on a travaillé sur ces dossiers. Et il faut savoir qu'en 2008, quand il y a eu une directive encore sous le régime de M. Sarkozy, il y a eu 4 millions de mètres carrés qui ont été réalisés sans aucune autorisation. Ouais. Donc vous prenez déjà ces 4 millions de mètres carrés multipliés par 1500. C'est beaucoup, 4 millions. Ah oui, mais oui, 4 millions, c'est écrit dans les rapports des députés et des sénateurs. D'accord ? Ils se sont dépêchés de décloisonner leurs hypermarchés en 2008, pensant qu'ils pouvaient tous créer 1000 mètres carrés sans aucune autorisation. Donc là, en un an, il a été créé 4 millions de mètres carrés qui n'ont jamais été comptabilisés. Ah, suite à la retrait de la loi, d'un coup, il y a un boost. Voilà, ça a été redonné. Mais ils n'ont jamais eu d'autorisation. D'où cette loi était utile, du coup. Ah non, mais sur l'utilité de la loi, c'est sûr, mais c'est maintenant notre propre... Sur l'utilité de la loi, si on l'applique, elle est bien, mais si notre gouvernement retire les décrets d'application de la loi, je vois pas comment on peut s'en sortir. Est-ce que vous essayez aussi de lutter sur ce terrain-là? C'était ma question, est-ce que vous essayez de lutter sur ce terrain-là, c'est-à-dire de revenir sur une loi plus saine Alors, premièrement, donc, là-dessus, c'est pour ça que nous, on va faire partie d'un collectif... Avenir 13 pour les élections de la Chambre de commerce, parce qu'on trouve aberrant que les villes soient en état de bataille comme ça. Quand on voit tous les rideaux fermés des magasins, c'est complètement scandaleux que les élus, c'est à croire que les élus ne marchent jamais dans la rue, parce que ça ne les perturbe pas du tout de voir tous ces magasins fermés. Est-ce que vous connaissez Solange Biaggi, par exemple? Est-ce que vous en pensez? Non. On a une très mauvaise opinion de Mme Biaggi. Très mauvaise. Voilà, parce que les autorisations de CDAC, elle connaît bien. Et elle nous connaît bien. Voilà, mais nous, ce qu'on souhaite... Ce qu'on voudrait... Elle ne connaît pas que vous, malheureusement, semble-t-il. Voilà. Ce qu'on voudrait influencer, nous, si on arrivait à gagner la Chambre de commerce, puisqu'elle est force de proposition, la Chambre de commerce, par rapport aux élus. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces 418 milliards de fraude de la grande distribution, d'infraction des surfaces illicites, rentrent dans les caisses pour pouvoir faire baisser les charges des commerçants. Parce qu'il faut savoir qu'un commerçant, lorsqu'il a 65% de charges sur son chiffre d'affaires, il lui reste plus que 30%. Et quand vous avez une grande surface qui arrive et qui lui prend 30% de son chiffre d'affaires,
c'est la liquidation, c'est mathématique, c'est la liquidation directe, assurée dans les 2 mois ou 3 mois de l'ouverture de l'hypermarché. Je trouve que ça serait une bonne idée. Est-ce que vous avez c'est la proposition. Est-ce que vous avez déjà concrètement parlé à des élus ou... Ça va être dans notre programme puisqu'on veut lutter contre la concurrence déloyale. Surtout que c'est une somme qui est suffisamment importante pour pouvoir avoir un impact positif sur les commerces. Voilà, mais ce que je ne comprends pas, moi, c'est que ni les députés ni les sénateurs, lorsque l'on écrit qu'il n'y a plus de loi pour aller poursuivre ces surfaces illicites, il n'y a aucun député, aucun sénateur des Bouches-du-Rhône ne répond à nos questions. Pas étonnant en même temps. Hein. On est habitué quand même aux langues de bois de nos élus politiques. Oui. Alors, Claude, il nous reste 2 minutes. Nous avons donc décidé... un commentateur sportif qui est député. C'est folklore, les députés. Nous avons donc décidé de faire une liste pour se présenter à la Chambre de commerce. Pas nous personnellement, mais nos commerçants, nos adhérents. Je pense qu'il faut être dedans pour mieux faire comprendre ce qui se passe dehors. On est bien d'accord, oui. D'où l'intérêt d'adhérer, on le rappelle, en toute franchise. C'est quand ce vote? Alors, les élections à la Chambre de commerce, c'est du 20 octobre, début novembre. Hein, ça on peut voter, nous, si les gens veulent voter pour vous, par exemple. Non, c'est pas direct. Non, il va y avoir, ça va être, le collectif va s'appeler Objectif Avenir 13. C'est pas un suffrage citoyen direct? Non, c'est le suffrage des commerçants. Il faut être inscrit au registre du commerce. De la Chambre de commerce. Voilà, inscrit à la Chambre de commerce. S'il y a des commerçants qui nous écoutent, je les encourage à voter pour vous. Les commerçants, s'ils veulent que leurs charges baissent et s'ils veulent poursuivre les 418 milliards de fraude de la grande distribution, ils ont intérêt à nous contacter et contacter les listes, les représentants des listes à la Chambre de commerce. On vous invite à nous réinviter pour expliquer quand on fera notre conférence de presse. On vous y invitera. Avec grand plaisir. Début octobre, je suppose? Non, ça va être dans peu de temps là. Ok. Bon, on aura l'occasion. On vous rappellera. Avec grand plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir été nos invités ce matin sur les ondes de Radio Galère pour, on le rappelle, évoquer le dossier en toute franchise. Donc, c'est l'association et vous luttez contre les grands groupes, contre la grande distribution, contre cette injustice manifeste. Et encore une fois, David contre Goliath. On espère surtout que David pourra gagner. Et je suppose, et on vous invite, auditeurs, auditrices, à fédérer autour de l'association en toute franchise.com. Vous verrez, il y a plein d'informations. Et signer la pétition. Et le livre aussi, Seul face aux géants. Seul face aux géants, oui. Pardon, vous l'avez lu le livre Les coulisses de la grande distribution? Oui, tout à fait. On est dedans aussi. Oui, forcément. Il y a aussi des. On vous remercie beaucoup. Les 418 milliards, c'est avec l'argent du peuple. Je suis désolé. Oui, vous faites bien de l'évoquer. Merci Claude, merci. On vous en prie, merci Martine. Beaucoup. C'est bien normal. Alors, il nous reste, 7 à 8 minutes. Soit vous restez avec nous, invités, on va parler de l'actualité, sinon on vous laisse tranquillement vaquer à vos occupations. J'aurai l'occasion de vous mettre l'enregistrement de l'émission dans une dizaine de minutes. Rappelez rapidement la malheureuse, le malheureux attentat suicide qui a eu lieu, vous le savez, à Istanbul. On parle de 61 morts dans ce triple attentat suicide. On parlait de 36 tout à l'heure, mais évidemment, le compte rendu est plus difficile que ça. C'est le plus meurtrier dans la métropole turque qui a déjà été visé 3 fois cette année. Et selon les dernières informations qu'on a, c'est 61 personnes qui ont trouvé la mort. Voilà ce qu'a annoncé le Premier ministre Binali Yildirim. Évidemment, 147 autres personnes ont été blessées. Les explosions ont eu d'abord lieu à l'entrée du terminal des vols internationaux vers 22h. 3 assaillants ont mitraillé des passagers ainsi que des policiers en faction. Une fusillade a éclaté, puis les kamikazes se sont donc fait sauter. Un scénario qui rappelle malheureusement les attentats djihadistes ayant ensanglanté. On vous entend, Claude? Ensanglanté Paris en novembre dernier. Qui avait fait, on vous le rappelle, 130 morts. Réaction, Gérald? Voilà, et Claude, si après vous voulez réagir, moi je peux... En quelques secondes, rapidement. Depuis ce matin, 6h du matin. Je t'en prie, Gérald, il nous reste peu de temps. Moi, je voulais mettre une couche sur les kamikazes. Ils tuent au nom de Dieu, quoi. C'est des gens qui massacrent des civils au nom de Dieu. Et je crois qu'ils sont fous, concrètement fous, endoctrinés, fabriqués au meurtre. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on dit fou allié, quelqu'un qui est fou allié, c'est qu'il est allié au mal. Il est allié au diable. Donc ils tuent au nom de Dieu parce qu'ils sont fous, mais au sens clinique du terme.
Parce que tu peux pas massacrer des civils en disant que tu le fais pour Dieu. Je massacre des civils et je vais au paradis. Quelqu'un qui pense par lui-même, il va pas. C'est absolument pas cohérent. Je veux mourir en martyr, je vais au paradis. Non, s'il y a un Dieu, moi je me compte fou de savoir s'il y a un Dieu ou pas, ou s'il existe, c'est pas voilà, mais s'il y en a un, tu vas pas au paradis si tu massacres des civils. Enfin, il faut être logique. Je rejoins absolument tes propos. Martine, les analyses quand on ramasse justement ces kamikazes, on n'a jamais d'informations sur les analyses. Est-ce qu'ils sont drogués ces gens ou est-ce qu'ils sont exactement. Voilà, et ça serait bien de savoir. Oui, parce qu'on dit souvent qu'il y a un phénomène d'angoisse, de stress. On dit qu'ils sont atteints de la folie au moment, à l'instant T. Mais je suppose quand même que pour faire autant de dégâts et avec, il me semble, certains diront que c'est pas du courage, mais je crois que c'est, je sais pas si on peut appeler ça du courage, mais de pouvoir se tuer des victimes. Mais il y a une forme de folie, de frénésie. Ouais, peut-être, la frénésie, ouais. J'ai vu ça une fois dans ma vie, on a vu un moment très dur où tout le monde se battait. Et donc, c'est un peu ça, c'est une véritable folie, je crois. Je suis d'accord. Claude, vous voulez réagir en quelques mots face au micro. Rapidement, s'il vous plaît, Claude, merci. Nous on a été confrontés à titre personnel devant chez moi. J'ai dénoncé un jeune qui avait son drapeau islamique devant ma maison, sur sa maison, donc. Alors on m'a dit qu'il était courageux, mais moi je pense que c'est aussi les gens qui ne le sont pas assez courageux. C'est un devoir aussi. Parce que quand vous vivez pendant des années avec des jeunes comme ça, d'abord il faut le dénoncer. Ce que j'ai fait. C'est un devoir. Même. Et monsieur le procureur n'a jamais intervenu. Je prends l'occasion de le dire. Et j'accuse le procureur de n'a jamais rien avoir fait sur ce gamin, qui malheureusement se trouve en prison aujourd'hui. Mais la responsabilité de nos justiciers est totale. Il n'est jamais intervenu sur ce gosse qui n'a jamais été à l'école. Il accompagnait ses copains à l'école. Donc voilà. Bon, c'en est un. On l'a pris, il était entouré de gens. Quand il y a eu ce drapeau, tout le monde avait peur. Il ne faut pas avoir peur d'un drapeau. Désolé. Surtout pas on est bien d'accord. Ça reste un fait isolé, mais qui est peut-être révélateur aussi. Il faut s'en occuper. On est d'accord. Il faut se préoccuper des problèmes sans stigmatiser évidemment la population et surtout ne pas parler de religion. On n'est pas là pour parler de religion, mais on est bien d'accord, Claude. Mais je suis désolé, je ne considère pas que ce soit une religion. On est bien d'accord, mais c'est important de le dire. Le fameux adage diviser pour mieux régner a souvent été entrepris par pas mal de personnes. Je trouve que les musulmans, ils devraient ne plus accepter qu'on parle d'islamisme. On est d'accord, oui. C'est pas de la religion. Il y a quand même une racine qui est l'islam. Moi, je les appelle les fanatiques à discours religieux. Tout à fait. C'est aussi des médias. Il faut faire attention au terme, parce que dans le mot islamisme, je suis d'accord qu'on peut dire que l'islamisme, ce sont des extrémistes de l'islam. Mais il y a quand même le mot islam. C'est un peu gênant. Il faut faire attention. Complètement. Puis malheureusement, avec eux, on ne peut pas en parler. C'est qu'un dommage. C'est délicat. Brexit, rapidement, Gérald, c'est déjà l'heure. Et j'insiste parce que tu souhaitais en parler, donc je te laisser cette opportunité-là. Brexit, et puis nos invités vont partir dans quelques petites minutes. On va les laisser aussi vaquer à leurs occupations. Brexit, vous le savez, avec l'Angleterre qui sort de l'Union européenne. Ils ont 2 ans, en tout cas, pour sortir de l'Union européenne. Donc ça incombe évidemment tout un engrenage financier, de spéculation. Cameron. D'ailleurs, il y avait hier une réunion des 27 et non pas des 28. L'Angleterre n'était pas conviée et François Hollande a évoqué que David Cameron doit enclencher la négociation qui doit matérialiser le Brexit, parce que là, pour le coup, il n'y a rien qui est matérialisé. Alors peut-être, puisque c'est quand même la voix de la démocratie qui a parlé, ça a été un référendum et les Anglais ont décidé de sortir de l'Union européenne. Quoi qu'on en pense, certains diront que c'est peut-être problématique, incohérent et absolument pas adapté économiquement. En tout cas, ça a été leur choix. Ça reste une question. Oui, ça reste une question. Toujours est-il que le Royaume-Uni doit sortir de l'Europe. Certains s'interrogent et finalement, et s'il restait? Ça, c'est assez incroyable. Au final, on fait un référendum. C'est un peu comme nous, hein, rappelez-vous. Le référendum de l'Europe en 2005. Voilà, c'est très bien que tu fasses ce parallèle-là. Le non en 2005 et Lisbonne qui passe après. Parce que moi, je vois un peu le même processus. C'est-à-dire que le peuple dit on veut pas de cette Europe-là. Et je trouve qu'il y a quand même de gros lobbying derrière pour faire dire aux gens qui se sont trompés, quoi. Tout à fait. Le fait que Standard & Poor's dégrade la note le lendemain.
qui sont ces gens, des boîtes privées qui se permettent d'augmenter les intérêts de remboursement des États. Il y a ça, la fluctuation de la livre, donc il y a quand même un gros coup monté derrière de la finance et des médias pour faire penser que les gens se sont trompés. Ils se sont pressés de dire mon Dieu, ça va être la crise, les Anglais ne pourront pas payer, ils n'ont plus de pouvoir d'achat. Mais il y a quand même pour moi une psychose qui est quand même organisée de la part de certaines personnes. Il faut savoir si on joue le jeu de la démocratie ou pas. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Exact. Si les Anglais se sont trompés, on verra bien. Si vous êtes en démocratie, nous aujourd'hui en France, on considère que nous ne sommes plus en démocratie. Oui. Surtout au vu de vos combats, on voit que la démocratie n'est pas trop respectée. On le démontre en tous les cas, avec des preuves. Mais on veut être en démocratie. On ne veut pas de ceux qui maltraitent la démocratie, c'est tout. On est bien d'accord. Ils n'ont pas compris. Malheureusement, ils n'ont toujours pas compris. Tout à fait. Affaire à suivre en tout cas. Avec ce non-divorce qui devient pensable et même peut-être indispensable, au moins comme possibilité, c'est en fait, je le rappelle, que le Royaume-Uni, dont le système politique et même l'unité territoriale sont désormais menacés et qui réalise simplement que son appartenance à l'Union européenne fait partie de son identité. Donc là aussi, il y a un imbroglio administratif, économique et social qui est présenté. Donc affaire à suivre sur ça. Gérald, en quelques mots... Tout ça, c'est que des suppositions. Depuis 3 jours, tout le monde en parle, mais on ne sait pas trop en fait. En quelques mots, Gérald, sur la loi El Khomri. La loi El Khomri, elle est passée au Sénat hier. Et elle va passer à l'Assemblée pour repasser au Sénat, donc elle est en cours de route. En même temps, la mobilisation est toujours là, partout en France, et à Paris, à Marseille et dans notre ville. Voilà, c'est une loi, encore une fois, un déni de démocratie. C'est même curieux que le gouvernement s'entête sur cette loi, parce que tout le monde dit que c'est une loi bidon. Même les organisations patronales le disent. La CGPME, c'est quand même pas rien. Je crois qu'ils sont plus représentatifs que le MEDEF en nombre d'entreprises, en nombre de salariés. Il me semble, hein, les PME. Et donc tout le monde dit que cette loi, déjà les gens n'en veulent pas. Il y a une répression qui est très dure. Donc c'est dos à dos pour l'instant, le gouvernement contre le peuple. Moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose de démocratique dans tout ça, et en plus pour faire une loi qui est bancale dès le départ, antisociale, qui libéralise le droit du travail, mais on sait déjà, il y a des économistes indépendants qui le disent, ça va pas fonctionner, c'est pas comme ça qu'on pourra lancer l'emploi. Tout à fait. Merci Gérald, c'était le mot de la fin. Claude. Encore merci à Claude et à Martine pour avoir été nos invités ce matin pour évoquer le dossier en toute franchise et puis avoir réagi également à l'actualité. Tout de suite la programmation musicale à partir de 11h, les amoureux de la littérature, livres et amis. Midi 30, vous aurez la chanson des Andes avec Yves Erel pour les amoureux de l'Amérique latine et midi 30, 13h, le journal de la mi-journée. Merci à toutes et à tous et restez fidèles au 88.4. Merci à toi Gérald pour ton intervention ce matin. Ce matin. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir.